Merci pour l'invitation, merci pour cette introduction, merci d'avoir mis en lumière l'équipe de Strasbourg. On est très, très content et on est content aussi de venir à Lyon aujourd'hui et de bientôt revenir aussi pour une formation qu'on espère qui se fera dans quelques mois. On est très admiratifs de tout ce qui se passe ici, hein, tout quand même, même si on est aussi fiers de ce qu'on fait nous. Alors je vais parler de deux sujets me tiennent à cœur, le trouble de l'attention et le trouble de la personnalité borderline. Alors j'ai quelques conflits d'intérêts. Je m'occupe des recommandations pour les recommandations sur le TDAH de l'adulte et aussi sur des livres et réseaux francophones TCD, donc j'aurai aussi évidemment un petit biais. Alors, je suis désolé, mes médias vont être un peu explosés parce que les polices ont été changées par changement d'appareil, d'ordinateur. Donc on va y arriver quand même. Alors je vais commencer par déjà un petit peu d'épidémiologie sur le lien entre trouble de la personnalité borderline et TDAH. Alors, de manière très rapide, hein, alors, c'est des données qui sont, vous avez eu plein de références, c'est des données qui sont quand même très très établies maintenant. Un tiers à peu près des personnes avec un trouble borderline ont des critères pour un trouble du déficit de l'attention. Et alors, quand on s'occupe de personnes avec un trouble borderline, on va être concerné d'un moment ou un autre par le TDAH. Et notamment, il faut y penser, c'est que la moitié des enfants des personnes avec un trouble de personnalité borderline ont des critères pour un TDAH, ce qui montre quand même un lien particulièrement important. Alors si on réfléchit sur le lien entre les deux problématiques, on peut voir les choses de différentes façons et je vais rapidement dresser un petit tableau de quels sont les liens qui sont possibles entre les deux troubles. Alors déjà, un point important, c'est qu'il y a probablement une vulnérabilité commune et une vulnérabilité génétique. Hein. Donc, il y a une étude intéressante dont je mets la référence ici, qui est une étude populationnelle en Suède. Donc, ils ont vraiment regardé toute la population, et ce qui permet d'observer de façon non biaisée l'agrégation familiale. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on prend toutes les personnes, donc on n'est pas avec un biais de sélection. Et ce qui montrait, c'est qu'il y avait un risque important d'avoir un trouble de la personnalité borderline, si on avait un TDAH, oui. Et ce risque était aussi plus important chez les apparentés, c'est-à-dire que le risque pour le trouble borderline était présent pour les frères, les enfants des personnes avec un TDAH. Hein, donc avec une décroissance progressive avec l'éloignement génétique, ce qui suggère vraiment des liens génétiques qui sont communs. Ensuite, le TDAH est probablement un facteur de risque pour développer un trouble de la personnalité borderline, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, mais on sait que si on suit de façon longitudinale des personnes qui ont un TDAH pendant l'enfance, on repère qu'il y a une augmentation du risque de développer un trouble de la personnalité borderline, qui est notamment lié au profil symptomatique des personnes avec un TDAH, notamment lié à l'impulsivité inhérente au trouble neurodéveloppemental, et aussi possiblement à des facteurs environnementaux qui sont induits par l'existence même du trouble, le style parental, rappelez-vous le lien génétique pour le TDAH aussi, et aussi l'adversité infantile, l'exposition à des situations stressantes. Le trouble de la personnalité borderline est aussi plus sévère si on a un TDAH, plus de comorbidités, il y a une forme d'agrégation peu à peu des comorbidités, plus de dysrégulation émotionnelle, plus de conduite suicidaire et autodommageable. Alors il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait peut-être pas plus de mortalité liée au suicide, mais plus de conduite suicidaire quand il y a un TDAH associé. Et enfin, le trouble borderline peut accentuer certains symptômes attentionnels et voire peut-être dévoiler des TDAH subsyndromiques. Vous savez que le TDAH n'est pas quelque chose de catégoriel, c'est pas en noir ou blanc, je l'ai ou je l'ai pas, hein. Il y a quelque chose de dimensionnel réparti dans la population, et dans le cadre de l'existence d'une dysrégulation émotionnelle chronique, des symptômes peuvent se dévoiler, devenir importants. Et je soulignerai notamment le fait qu'il y a probablement un sous-diagnostic du TDAH dans le trouble de la personnalité borderline. Hein, il y a un sous-traitement probablement, mais ça va être le thème de mon intervention ensuite. Donc je reviens sur la question qui a été posée, en fait, la question posée par les organisateurs. Faut-il traiter le déficit d'attention pour améliorer le devenir du trouble de la personnalité borderline? Alors j'ai mis borderline parce que c'est habituel et j'allais me tromper si je mettais limite, mais Lionel m'a gentiment demandé de poser cette question, en fait, et c'est le titre de mon intervention. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une double ambiguïté dans cette question, en fait. Double ambiguïté qui va être intéressante à lire. D'abord, est-ce qu'on est en train de parler de traiter le TDAH ou de traiter le trouble de l'attention? Parce que ce n'est pas la même chose, en fait. Le trouble du déficit de l'attention, dont on sait que ce n'est pas vraiment un déficit d'attention, c'est un trouble
dysrégulation de l'attention, mais où est-ce qu'on traite les troubles de l'attention? Et c'est une question assez compliquée finalement, parce que on sait que, alors désolé pour les références que vous devez décoder, mais bon, on y arrivera quand même. Le trouble de l'attention est intrinsèque à la dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire que le fait d'avoir des émotions qui montent très haut, me font être distractible en réalité. Il y a aussi d'autres éléments de psychopathologie qui sont très fréquents dans le trouble de la personnalité borderline qui vont induire des problèmes attentionnels, et notamment les troubles du sommeil, qui sont fréquents dans le trouble de la personnalité borderline, la dissociation, et aussi d'autres TND comme l'autisme, qui vont avoir un impact sur l'attention. Et enfin, on sait que le diagnostic de trouble de la personnalité de TDAH est aussi très compliqué dans les situations de maltraitance précoce. Et on sait que quand il y a des maltraitances précoces, les enfants ont tendance à fonctionner de manière plus court terme, en fait, pour des raisons adaptatives, finalement. Et donc, on peut avoir des situations un peu difficiles à distinguer. Et donc, la question va être déjà centrale. Est-ce que je veux traiter les symptômes d'attention, une attention qui est instable, ou est-ce que je veux traiter un trouble neurodéveloppemental? Et ça va être une question assez pratique dans la pratique quotidienne. Deuxième ambiguïté de la question, c'est comment je traite le trouble de l'attention. Et comme ça, quand j'ai lu la première fois le truc, je dis OK, traitement par méthylphénidate, tout ça. Mais en fait, traiter l'attention, toutes les personnes qui font de la TCD, qui font de la thérapie basée sur la mentalisation, des thérapeutes du trouble de la personnalité borderline, vous traitez l'attention des personnes avec la psychothérapie, en fait. On fait une forme, il n'y a pas que ça, mais une forme de réentraînement de l'attention. On porte attention, on essaie de porter l'attention plus loin, donc c'est une forme de rééducation de l'attention qu'on fait en psychothérapie en réalité. Donc, il y a effectivement finalement deux façons de répondre à la question. Il y a cette question de réentraînement à l'attention qu'on fait tous, et je vais peut-être pas trop parler de ça, mais je vais surtout parler d'une manière pharmacologique, parce que je pense que c'était peut-être un peu la question, de traiter l'attention, et ça va être la suite de ma présentation. Donc le point 3. Alors, on pourrait être, quand on parle de pharmacologie dans le trouble de la personnalité borderline, on peut tout de suite être assez pessimiste, parce que on sait que ça ne marche pas très bien, je ne vais pas rien vous apprendre. Et voilà, je cite la méta-analyse très, très détaillée, très fouillée de Stoffer-Sinterling, qui date d'il y a 3 ans, qui a repris tous les essais randomisés contrôlés dans le trouble de la personnalité borderline, et qui a montré qu'il n'y a aucun médicament qui diminue les symptômes ou même le fonctionnement général, avec peut-être des petits effets sur certains domaines symptomatiques. Alors, un point important à noter, c'est qu'aucun traitement stimulant de la famille des traitements du TDAH n'a été évalué, en fait, par essais randomisés contrôlés. Donc, ils ne sont pas inclus dans cette méta-analyse. Alors, vous savez aussi, et cette méta-analyse le montre aussi, c'est que beaucoup d'essais randomisés ont été faits avec des petits effectifs, avec beaucoup de biais. Et donc, on peut se dire, OK, si on faisait des études mieux conçues, peut-être qu'on y arriverait à voir quelque chose, en tout cas mieux discerner les effets des traitements. Et en réalité, c'est pas si simple, parce qu'il y a un exemple je trouve assez intéressant d'un espoir déçu. On a parlé de la clozapine avant, mais on peut parler d'un autre espoir déçu, c'est celui de la lamotrigine, qui a été un traitement qui a, comme ça, été pas mal porté par des premières séries de cas, des premiers essais randomisés de petite taille qui ont été plutôt positifs, avec des effets sur la labilité affective dans le trouble de la personnalité borderline, et en se disant, OK, il faudra un essai de meilleure qualité, un plus grand effectif, mieux conçu, etc., etc. Ce qui a été fait par le fameux Crawford, c'est un chercheur anglais qui a fait ça Alors là, l'étude date de 2018, et vous voyez, il a pris un grand effectif de 276 patients, 12 mois. Il les a bien sélectionnés, et en fait, un effet complètement négatif sur la symptomatologie du trouble borderline, sur la qualité de vie, et même sur les coûts induits par le trouble. Donc finalement, quelque chose assez décevant. Alors, alors vous allez... On n'y voit vraiment plus rien, mais on va... on peut se poser la question, quel est l'objectif d'un traitement pharmacologique dans le trouble de la personnalité borderline? Et ça a déjà été un peu évoqué.
Est-ce que c'est obtenir une guérison, une rémission? Alors évidemment, on n'y croit pas vraiment, mais est-ce que c'est diminuer les symptômes? Est-ce que c'est diminuer le retentissement? Euh, Est-ce que c'est traiter certains troubles associés ou secondaires aux troubles de la personnalité borderline? Donc se poser la question des traitements pour les troubles déficit d'attention dans ce contexte-là nous pousse à, à réfléchir un peu de façon différente. Et ça montre bien la limite des essais randomisés contrôlés, qui sont alors, avec des effectifs faibles, mais surtout qui ne prennent pas forcément en compte ces dimensions-là de retentissement de qualité de vie, parce que la durée d'observation est trop courte pour obtenir une observation correcte. Et ce qui est finalement, ce qui nous suggère que peut-être des essais randomisés sont peut-être pas la seule façon ou la meilleure façon d'évaluer un effet d'un traitement, et peut-être s'intéresser à la vie réelle. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que 2 essais ont été publiés en 2023. Alors, c'est les mêmes patients et c'est les mêmes auteurs qui ont fait deux publications particulièrement intéressantes, notamment en lien avec les stimulants. Alors c'est une équipe, ils sont finlandais, mais ils ont pris les données suédoises, l'ISLETO, en 2023. Ils ont pris vraiment tous les patients suédois qui avaient un diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Et donc ça en faisait quand même pas mal, plus de 17 000, avec une épidémiologie qui est assez qui n'est pas surprenante, 84% de femmes plutôt jeunes. Et ils ont regardé les données sur 5 ans en moyenne. Les patients étaient suivis. Alors vous savez que dans les pays scandinaves, ou peut-être que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des registres très bien faits qui permettent de croiser à la fois les prescriptions, des données d'hospitalisation, des données épidémiologiques et des données sociodémographiques. Et ce qu'ils ont fait, parce qu'on pourrait se dire facilement, si on compare les patients en fonction de leur traitement, on va avoir des biais, parce que c'est les patients les plus sévères qui ont le plus de traitements, donc forcément les traitements vont montrer moins d'efficacité. Donc ils ont eu une stratégie finalement assez logique, c'est qu'ils ont regardé une personne en comparant le moment où elle a le traitement versus le moment où elle n'a pas le traitement. Donc chaque personne était son propre contrôle en fait, ce qui permet de contrôler la variabilité interindividuelle de sévérité, de contexte social, etc., en disant que chez la même personne, il va rester stable a priori. Et donc la comparaison se fait chez une même personne, sur le plan statistique. Et ils ont fait une autre approche statistique, un autre contrôle statistique, c'est ce qu'on appelle le biais protopathique. Alors comme ça, c'est un mot un peu compliqué, mais c'est assez simple à comprendre. C'est que quand je prescris un traitement, c'est que je le fais à un moment particulier. Par exemple, si je prescris un antidépresseur, c'est parce que la personne est justement plus déprimée là, et donc elle aura forcément plus de symptômes dépressifs à ce moment-là. Donc on risque d'avoir un biais, c'est-à-dire un biais lié à la prescription. Et donc ça peut finalement montrer que les traitements aggravent, alors à tort, ou bien ça peut faire des erreurs d'appréciation de l'effet du traitement. Et donc ils ont fait quelque chose d'assez simple, c'est qu'ils ont enlevé le début de la période où les personnes étaient traitées, ils ont enlevé un mois, et je montrerai dans les résultats, mais c'est juste pour vous expliquer qu'ils ont essayé de contrôler ce biais-là dans leurs résultats. Et donc, alors évidemment, c'était des études épidémiologiques avec des critères qui étaient très peu précis, parce qu'ils n'y avaient pas accès, par exemple, à des échelles d'évaluation de la symptomatologie ou des choses plus précises. Mais ils ont pris des critères de jugement qui étaient finalement assez larges, mais qui étaient un bon proxy, une bonne estimation de la sévérité, en fait. Les hospitalisations, les tentatives de suicide et les décès par suicide. Et ceux-là, ils ont fait ça en fonction des traitements que les personnes avaient reçus. Alors, ils ont pris vraiment tous les traitements, et je vous présente les résultats. Et là, vous voyez dans ce schéma, j'ai un pointeur, comment ça marche, je ne sais pas. Hop, voilà. Vous avez la ligne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. Si on se décale à droite, c'est que quand les personnes avaient le traitement, il y avait plus de chances d'avoir l'événement par rapport à quand ils n'avaient pas le traitement. Et quand ça va à gauche, c'est que quand ils ont le traitement, il y a moins de chances d'avoir l'événement. Et là, vous voyez par exemple les résultats qui sont agrégés pour l'hospitalisation et le décès. Et vous voyez que certains traitements aggravent. Le fait d'avoir un antidépresseur est associé à un plus grand risque de décéder ou d'être hospitalisé, et particulièrement les benzodiazépines. Vous voyez, donc ça, c'est pas tellement surprenant pour les benzodiazépines. On le sait que ça augmente l'impulsivité chez les patients avec un trouble borderline, donc le risque était quand même majoré quand les personnes étaient sous benzodiazépines versus quand elles ne l'étaient pas. Et ce qui est intéressant, c'est que les traitements pour le TDAH, eux, ne faisaient pas une... Ils n'étaient pas neutres, ils étaient plutôt avec une amélioration du risque, c'est-à-dire qu'il y avait moins de chances d'être hospitalisés ou de décéder quand ils étaient traités par stimulant. Alors ils ont fait, il y a une deuxième publication, ils ont séparé en 2 publications, et là c'était vraiment centré sur le suicide. Et donc là, les auteurs montraient que pour les tentatives de suicide ou le suicide accompli,
hein, donc c'est plus précis sur le suicide, sur les causes du décès. Et là, de la même façon, les traitements stimulants diminuaient le risque de comportement suicidaire. Et les benzodiazépines l'accentuaient. Hein, vous voyez que le seul traitement qui était à peu près neutre, c'était les stabilisateurs de l'humeur, mais les autres traitements avaient tendance à aggraver le risque. Alors, si on veut regarder vraiment les détails de chaque traitement, alors ils sont là et alors c'est pas tout à fait la même présentation parce que c'est les deux publis, mais ils sont classés à peu près de la même façon. Et on voit que c'est plutôt les stimulants, l'isdexamphétamine, delphinidate, qui ont cet effet de réduction de risque. Et bon, vous voyez tous les autres, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la présentation. Alors, pour présenter les choses de façon un peu différente, on pouvait se poser la question quelle était la part attribuable aux médicaments dans cette diminution de risque. Et alors, ils l'ont présenté de cette façon-là. Et ils montraient finalement que les traitements pour le TDAH diminuaient de moitié le risque de décès par suicide, donc en comparant les périodes où ils étaient traités versus ceux où ils n'étaient pas traités. Alors ça concerne que les personnes qui ont été exposées au traitement, évidemment, mais donc un hazard ratio de 0,52. Alors pour les tentatives de suicide, c'est un peu moins marqué, mais c'était quand même significatif, 0,82. Et donc, voilà, c'est les études observationnelles. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Première chose, c'est que les patients avec trouble de la personnalité borderline qui étaient traités stimulants avaient moins de risques de décès, de suicide ou d'hospitalisation. Donc, quand ils étaient traités par psychostimulants, avaient moins de critères de sévérité. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ces patients avaient un diagnostic de TDAH ? Alors, ils l'ont pas mesuré. Alors, j'ai même écrit à l'auteur parce que ça me titillait. Il m'a dit non, on ne pouvait pas trop le mesurer parce qu'en fait, c'était un peu trop corrélé. Ils commençaient le traitement quand ils avaient le diagnostic. Donc, il y avait une hypercorrélation entre le moment. Enfin, voilà, donc ça posait problème pour les stats. Et donc, ils ne pouvaient pas l'extraire comme ils pouvaient extraire le diagnostic de trouble bipolaire parce que quand on a un trouble bipolaire, on change de traitement. Là, une fois qu'il y avait le diagnostic, ils avaient le traitement. Donc, c'était trop associé. On ne pouvait pas le distinguer. Donc, voilà, ils ont dit on n'a pas pu le faire. Alors, un point important, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que il y avait un quart des patients avec un trouble borderline qui avaient été exposés à un moment ou à un autre au traitement par psychostimulant. Alors sachez qu'en Suède, ils sont plutôt, beaucoup de patients adultes qui ont TDAH sont traités. C'est un peu une situation plus proche de celle des États-Unis que celle de chez nous, ou même d'Angleterre ou d'Allemagne. Donc ils traitent beaucoup avec des stimulants. Donc il y avait un quart des patients qui avaient été exposés. Alors on n'est pas du tout à ce niveau-là en France. Et donc peut-être ça peut aussi biaiser les résultats. Mais on ne sait pas s'il y avait un diagnostic de TDAH, donc on ne sait pas quelle était l'indication réellement. Et en fait, on ne sait pas vraiment si ça a amélioré la symptomatologie, le fonctionnement des personnes. Ce n'était pas possible avec ce type d'études, en fait. Alors, on peut regarder un peu d'autres études qui existent. Il n'y a pas grand-chose, je vais vous le dire franchement. Alors, il y a une première étude. Alors, c'est une étude de l'équipe de Nader Perrou, qui date d'il y a une dizaine d'années maintenant. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé 2 groupes de patients qui bénéficiaient d'un traitement par TCD. Ils prenaient les patients qui avaient un trouble de la personnalité borderline et d'autres patients qui avaient un double diagnostic. Et parmi ceux-là, il y en avait certains qui étaient traités par méthylphénidate. Alors, c'est une étude plutôt observationnelle, donc ils n'étaient pas randomisés. Hein, c'était vraiment les patients qui étaient traités versus ceux qui ne l'étaient pas pour des raisons qui n'étaient pas vraiment contrôlées. Et donc les résultats principaux, c'est que dans ce groupe de patients comorbides, le traitement stimulant était associé à une amélioration des symptômes d'impulsivité, de colère, de dépression, de sévérité du TDAH. Et on pouvait suspecter qu'ils bénéficiaient plus de la thérapie, parce qu'ils avaient une thérapie TCD en parallèle, que ceux qui n'avaient pas le traitement. Alors évidemment, il y avait peut-être des biais, mais on pourrait se dire que le biais pourrait être que ceux qui avaient le traitement, c'était les plus sévères, et donc le biais aurait plutôt tendance à rendre moins net l'effet, mais donc là, l'effet était plus net, c'était que les patients s'amélioraient mieux quand ils étaient traités par stimulant. Alors, il y a d'autres études, et surtout des études observationnelles. Donc, une étude en 2008 qui a traité 14 adolescents. Vous voyez, ce pas des grands effectifs, et ils s'amélioraient, et surtout qu'ils montraient que la tolérance était OK. Et notre étude en 2018, avec une étude plutôt mécanistique où ils donnaient une dose unique chez les patients avec un trouble de la personnalité borderline et montraient que sur le plan cognitif, ils avaient une meilleure capacité de prise de décision. C'était en lien un peu avec leur impulsivité. Et aussi des case reports, mais pas grand-chose de publié au final. Alors qu'en réalité, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est dans les services des personnes qui
qui traite le trouble de la personnalité borderline, on le prescrit beaucoup plus parce que depuis quelques années, on identifie quand même nettement mieux le TDAH de l'adulte. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser des pistes des psychostimulants dans le trouble de la personnalité borderline? Alors, il n'y a pas encore de preuves directes, clairement. Il y a des effets bénéfiques potentiels, hypothétiques finalement. Alors, d'abord, ça pourrait diminuer l'impulsivité. On a une étude un peu mécanistique qui pourrait évoquer ça, l'impulsivité attentionnelle et émotionnelle aussi. Peut-être ça peut aussi aider à mieux canaliser de flux de pensée, qui est quand même particulièrement marqué chez les personnes TDAH, mais aussi chez les personnes avec un trouble de la personnalité borderline. Probablement une amélioration des fonctions exécutives. Ce qui est très probable, c'est que ça favorise les apprentissages, et la psychothérapie reste une question d'apprentissage. Ce qui est intéressant par rapport aux autres traitements, c'est que ça n'impacte pas l'accès aux émotions. En fait, beaucoup de traitements, on le sait, les traitements antipsychotiques ou sédatifs ont tendance à majorer l'évitement émotionnel, et là, c'est plutôt favorable par rapport à ça, parce que c'est aussi un levier de la psychothérapie. Peut-être, mais ça reste aussi assez hypothétique, est-ce que ça aide à diminuer la dissociation, et les patients ont moins tendance à dissocier, qui est une stratégie un peu surutilisée parfois quand il y a des antécédents traumatiques. Et en tout cas, il y a probablement un bénéfice assez clair quand il y a un TDAH associé, parce qu'on sait que le TDAH s'améliore avec le traitement par psychostimulant, s'améliore au niveau symptomatique, mais aussi, et ça c'est très important, au niveau des conséquences, et en termes suicidaires notamment. Ça, c'est des données maintenant dans le TDAH qui sont très claires. Le traitement par méthylphénidate diminue, ou stimulant en général, diminue le risque suicidaire chez les personnes avec TDAH. On peut peut-être l'étendre à la question du trouble de la personnalité borderline. Donc, quelle est l'utilisation en vie réelle, en pratique? En France, il n'y a pas de données. Alors, j'ai trouvé une étude que Lionel est co-auteur, une étude au Québec. Ils ont pris les personnes avec un trouble de personnalité groupe B. Désolé, c'est coupé. Alors, ce qui est intéressant, en bas, c'est que c'est il y a 15 ans à peu près, et là, c'est il y a 5 ans, on voit que les patients étaient à peu près 5% qui avaient un traitement par méthylphénidate. Là, on a en fait le moment du diagnostic au 0, c'est avant le diagnostic et après le diagnostic. Et on voit qu'en fait, au Québec en tout cas, le fait d'avoir le diagnostic de trouble de la personnalité borderline ne fait pas qu'on met un traitement stimulant ou pas. Ce n'est pas utilisé comme un traitement qui pourrait être utile dans un trouble de la personnalité borderline. Les patients avaient déjà un diagnostic de TDAH auparavant. Par contre, ce n'est pas le cas, par exemple, pour les personnes pour les antipsychotiques, les antidépresseurs. En fait, les personnes ont un diagnostic dans une période de crise, ils ont plus de traitement dans les semaines et mois avant. Et je vous rappelle que dans les données suédoises, là, c'était un quart des patients. En France, je n'ai pas de chiffres. Alors, qu'est-ce qu'il en est en pratique? Alors, le traitement conjoint du TDAH et du trouble de la personnalité borderline, rappelez-vous, ces deux troubles qui sont très mal diagnostiqués, je ne vais pas vous l'apprendre. Quand il y en a un, on a encore plus de mal à diagnostiquer le deuxième, dans les deux sens. On sait que les thérapies sont peu accessibles. Et si on regarde le Vidal là, pour la Ritaline, on voit que c'est contre-indiqué dans les troubles de la personnalité psychopathique ou borderline. Voilà, c'est ce qui a marqué. Alors bon, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc, déjà, le diagnostic est compliqué. Donc, j'encourage vraiment une exploration qui est minutieuse. Il faut faire attention aussi à un surdiagnostic qui pourrait être une forme de recherche d'explication un peu simpliste. Alors, c'est une question assez compliquée, mais une forme de suridentification. Et je pense qu'il faut vraiment en sortir d'une vision très rigide, qui est parfois un peu compliquée. Donc, pas en faire un enjeu rigide. Et donc, si on utilise le traitement par méthylphénidate, on traite les patients, effectivement, enfin les stimulants en général, et évidemment, comme on le fait dans le trouble de la personnalité borderline, de façon collaborative, et on évalue les bénéfices avec la personne. Ça, c'est des choses assez logiques, une titration lente. La forme LP, a priori, est favorable. On n'a pas vraiment d'argument pour penser que la liste d'examphétamines, qui va être bientôt sur le marché en France, aura plus d'avantages, peut-être plus efficace, donc peut-être pas favorisée dans ce contexte-là, et évidemment articulée avec d'autres interventions psychothérapiques et psychoéducatives. Attention, quand il y a un trouble bipolaire, qui n'est pas forcément évident à voir, ça peut quand même maintenir une forme de mixité. Attention avec l'anxiété qui peut être augmentée, attention à l'usage de substances. Alors, pistes et enjeux de recherche. Finalement, on n'en sait pas tant que ça et on a besoin d'en savoir plus. Alors, quelles sont les possibilités? Est-ce qu'il faut faire un essai randomisé contrôlé? C'est une question importante. Il n'y a rien de débuté jusqu'à présent.
Vraiment rien. Il y a des envies. J'ai été en contact des collègues allemands qui voudraient lancer quelque chose, mais c'est pas encore fait. Et j'aurais bien envie de lancer quelque chose. Donc, ça va pas être simple parce qu'il faudrait déjà stratifier les patients. Est-ce que des patients avec un TDAH, des personnes sans TDAH? Et je pense que ça serait très intéressant de faire la distinction. Quels seraient les critères de mesure? Les symptômes, la dysrégulation émotionnelle, les comportements impulsifs, autodommageables. Je suis pas sûr d'avoir une idée très claire. Il faudrait peut-être faire réfléchir ensemble. Et le gros souci, ça va être les médications associées aussi, notamment s'il y a des doses importantes d'antipsychotiques, on risque de masquer certains effets possiblement. Et ça risque d'être compliqué pour des raisons très pratiques. C'est un traitement de la catégorie des stupéfiants. Et déjà, quand je vois comme prescrire un placebo, c'est compliqué avec nos directions de recherche clinique. Il y a tellement de papiers à faire pour avoir du placebo. Alors, j'imagine avec les traitements stimulants. Mais c'est pas impossible. J'ai déjà un essai où on utilise un stimulant de façon randomisée. Mais donc, ça risque d'être un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est une idée certainement pertinente, importante, mais peut-être pas suffisante. Et peut-être une autre piste, ce serait d'utiliser peut-être des situations de cas uniques. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la méthodologie SCED, Single Case Experimental Design. C'est-à-dire on prend une personne et on lui propose le traitement, puis on l'enlève, on le rajoute. C'est faisable avec ce type de traitement parce qu'il y a un effet dit assez rapide. Alors, un protocole finalement d'introduction-retrait. Alors, c'est pas si simple. Il y a des avantages clairs qui sont que le sujet sera son propre contrôle. Et donc, on va contrôler quelque part la variabilité interindividuelle. Et c'est assez flexible. On prend un patient, on fait le protocole, on peut accumuler le nombre de patients. Et c'est des protocoles qui permettent d'accumuler les données avec notamment des statistiques bayésiennes. Les inconvénients, c'est que ça demande quand même un suivi intensif. J'ai essayé de le faire un peu et c'est pas simple avec des patients qui sont très dysrégulés de suivre parce qu'il faut faire des mesures répétées. Il faut mesurer tous les jours des critères de mesure et de façon de nombreuses fois pour que la puissance statistique soit suffisante. Mais au final, moi, je fais un appel à des personnes intéressées pour faire quelque chose de collaboratif entre plusieurs centres. Donc, il y avait mon mail au début. Écrivez-moi s'il y a des cliniciens, des chercheurs qui ont envie de se lancer dans quelque chose. On pourrait faire quelque chose ensemble. Donc, message à retenir, c'est pour finir. Mais donc, le TDAH et le trouble borderline, je le répète, c'est associé. Le diagnostic est parfois difficile, mais le traitement par stimulant, il ne faut pas s'en priver quand il y a un TDAH qui est clair. Mais on est encore loin de pouvoir recommander cette approche de façon systématique. Il ne faut pas en attendre une solution miracle, c'est quelque chose, un adjuvant si on veut. Et voilà. Je finis par un peu de pub. 5e journée du réseau francophone pour la TCD à Fribourg, c'est pas loin, non? C'est en septembre. Et il y aura une présentation par Alexandra Philipsen sur la TCD dans le trouble du déficit de l'attention. C'est un peu l'experte, la plus grande experte du sujet. Inscrivez-vous, vous pouvez le faire tout de suite avec le QR code. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur. Alors, il s'avère qu'on a pas mal de temps pour les questions parce que le buffet est en cours d'installation. Donc, j'invite tous les orateurs de la matinée à venir sur la scène. Je ne sais pas si on peut dire la scène, le pupitre. Et comme ça, on va pouvoir prendre toutes les questions. Mais d'abord, est-ce qu'on peut avoir des questions pour professeur Weibel? Merci beaucoup pour ta présentation qui était très claire. Je me demandais quand même sur les résultats des études observationnelles, quand il est fait mention quand même d'une réduction de moitié du risque de décès par suicide. Il y a quand même une tentation du traitement d'épreuve, quoi, de se dire que le pronostic vital est tellement en jeu. Est-ce que à la conclusion, tu dis, on ne peut pas systématiser ça, il faut vraiment formaliser le diagnostic du TDAH pour traiter par psychostimulant, mais quand même, sur les chiffres, on se dit, le pronostic vital en jeu, est-ce qu'il n'y a pas, si c'est bien toléré, évidemment, la tentation d'aller le tester, quoi. C'est vrai, et d'autant plus que ce qu'on fait en général, c'est qu'on met des antipsychotiques, on met des antidépresseurs, et on sait que ça marche pas, voire même ça augmente le risque. Donc, on aurait, si vraiment on est, et on sait qu'il n'y a pas non plus beaucoup de preuves pour utiliser les antipsychotiques ou les benzos. Alors surtout ne pas mettre de benzo déjà. Je pense que quand la personne est très suicidaire, beaucoup de personnes reçoivent des benzos, et c'est ça qui est terrible. C'est difficile de dire oui, clairement, mais on voit que c'est des études observationnelles. Alors, c'est toujours difficile d'être sûr que c'est le cas. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres biais qui sont... Est-ce que c'est peut-être dans les périodes où ils vont mieux qu'on envisage ce type de traitement? Je ne sais pas, en fait. On n'a pas beaucoup de données pour le dire.
En tout cas, je pense que si, dans une forme d'essai-erreur, comme on a beaucoup avec les patients avec un trouble borderline, c'est une psychopharmacologie un peu sur mesure qu'on fait en général, on peut y réfléchir. Quel va être l'objectif du traitement? Est-ce que ça va vous aider à être moins dispersé par les émotions quand vous êtes avec des émotions très intenses et que votre attention va dans tous les sens? Je pense qu'il faut vraiment l'évaluer de façon très, très précise avec la personne voilà, toujours contrôler le risque qui sera associé au traitement. En tout cas, on n'a pas de raison de penser que ça va avoir un effet délétère sur le risque suicidaire. Peut-être ça ne servait à rien. Évidemment, il y a peut-être des choses à faire en priorité de façon habituelle quand il y a un risque suicidaire important, mais ça peut être une question qui peut se poser. Ouais. Merci. Merci Sébastien, c'était vraiment très intéressant. C'est vrai qu'en pratique clinique, on est souvent confronté à cette question-là. Et moi, je voulais te poser la question par rapport aux troubles de l'usage de substances. J'avais vu que tu avais noté à un moment attention à ça. Moi, parfois, je raisonne un peu aussi à l'inverse en me disant quand il y a une addiction, notamment avec la cocaïne, et qu'on a des patients qui veulent se sevrer, qui sont hospitalisés, qui sont sevrés et qui voilà, veulent maintenir ce sevrage-là, et qu'on a des arguments pour penser qu'il y a un TDAH associé, parfois je me dis peut-être que justement le facteur qui les pousse à consommer, c'est aussi lié au TDAH, et que si je traite le TDAH, j'aurai moins de risque de rechute, mais c'est un peu une réflexion comme ça, clinique. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des éléments Alors, il n'y a de pas réponse? tellement de données spécifiques dans le contexte du trouble borderline, mais ce qu'on sait quand il y a un trouble lié à l'usage de cocaïne, c'est que utiliser les stimulants comme un traitement de substitution, ça ne marche pas de façon générale, mais ça aide. Par contre, ça fonctionne bien sur les personnes qui ont un TDAH. Ça diminue les symptômes. Alors, si on fait ça sans intervention addictologique, on risque de ne pas y arriver non plus. Mais chez les personnes avec un TDAH clinique, c'est clairement une indication, je pense. Mais en dehors de ça, il n'y aura pas d'effet en soi, aucune donnée qui suggère que ça va aider les gens à se sevrer de cocaïne s'il n'y a pas de TDAH, par exemple. Donc, c'est encore une fois à évaluer dans un contexte de diagnostic plus large. Du coup, est-ce qu'il y a des risques particuliers Oui, quand tu dis attention aux troubles de l'usage de alors, substances un risque particulier, non. Alors, si la personne fait un usage de cocaïne, de stimulants non contrôlé, le risque est cardiovasculaire, mais plus lié aux produits pris que le méthylphénidate. Donc voilà, on fait éventuellement un bilan cardiologique, mais sinon le risque de détournement, mésusage est quand même relativement limité. Il y a quelques situations, notamment très très localisées finalement au niveau géographique où il y a des gros useurs de méthylphénidate en sniff et tout ça, mais c'est pas vraiment le cas des patients qu'on rencontre dans le contexte du trouble de la personnalité borderline. Mais voilà, en utilisant les formes LP ou même la liste d'hexamphétamine qui est quand même plus sûre sur le plan du détournement, je pense que le risque est relativement modéré. Voilà. Alors évidemment, on est habitué avec les patients avec un trouble de la personnalité borderline à sécuriser l'accès aux médicaments. On va avoir une réflexion par rapport à ça. Donc ça peut faire partie de la stratégie. En réalité, c'est déjà pas mal sécurisé avec les prescriptions, le statut de stupéfiant. Merci beaucoup de ta présentation. Je me pose également la question des troubles de l'usage d'alcool, mais des troubles de l'usage globalement, mais tu as répondu. Les données pharmacos sont intéressantes, notamment, je dirais, par rapport aux antidépresseurs. Alors, on a parlé des benzos. On sait très bien que la prescription des benzos à court terme, elle va être prescrite dans les crises suicidaires, mais à moyen terme, en fait, il y a une augmentation de la mortalité. Il y a des travaux de Marie Tournier, notamment, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, qui montrent bien le risque. Je voulais revenir quand même sur les antidépresseurs parce que j'ai le sentiment que, notamment en situation de crise, on surprescrit des antidépresseurs. Je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Et deuxième point, c'est toujours pas le méthylphénidate, mais la clozapine avait l'air de sortir dans ta... Oui. Alors, pour la question des antidépresseurs, oui, on voit que ça a plutôt un effet négatif, les antidépresseurs. Et bon, on sait que les antidépresseurs ne traitent pas la dépression. Hein. Ça diminue les symptômes dépressifs dans certaines formes de dépression. Ça diminue pas la dépression dans d'autres dépressions, notamment certaines dépressions. Enfin, on sait les dépressions bipolaires déjà, les dépressions où là, ça ne change pas la dysphorie chronique, en fait. Hein, donc, on sait que ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. C'est quelque chose qui est souvent demandé par les patients, parce qu'il y a le mot antidépresseur. Mais ça fait envie en soi, mais ça ne marche pas très bien, en réalité. Hein.
Sur la question de la clozapine, alors oui, c'est un effet un peu intéressant. Alors, si ma mémoire est bonne, ils avaient mis pour choisir les traitements qui étaient inclus dans l'analyse, ils avaient mis un nombre de patients nécessaire, voilà, je ne sais plus, c'était 100 patients. Ils ont quand même fait une exception pour la clozapine, parce qu'ils disaient c'est un traitement quand même, il y a des données qui sont intéressantes, on voudrait quand même voir ce que ça donne. Il n'y avait que 80 patients qui étaient traités par clozapine sur les 17 000 patients avec un trouble borderline, je crois 82 de mémoire, hein, mais c'est un tout petit nombre. Donc ils l'ont mis quand même, avec, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une barre d'erreur hyper large. Voilà, donc il y a... Oui, sur la clozapine, c'est une piste intéressante, hein, et c'est une autre question. Alors il y a cet essai de Crawford 2022, si je ne me trompe pas, oui, qui a été interrompu, en fait, parce qu'ils n'arrivaient pas à recruter. Alors, en plus du Covid, il y avait le fait que les psychiatres qui utilisaient déjà la clozapine dans les troubles de la personnalité borderline sévères, ces patients hyper sévères hospitalisés, en fait, ils n'ont pas inclus leurs patients parce qu'ils disaient « je ne veux pas qu'ils aient pas la clozapine ». Et ceux qui ne la prescrivaient pas, c'est parce qu'ils n'avaient pas envie d'en prescrire chez ces patients. Et ils n'incluaient pas les patients parce qu'ils ne voulaient pas prescrire la clozapine. Donc ils se retrouvaient avec une difficulté de recrutement majeure. Et c'est très intéressant si vous fouillez un peu sur... ils ont fait un article pour réfléchir à pourquoi l'essai n'a pas fonctionné. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont vraiment détaillé toutes les choses qui ont fait que l'essai n'a pas fonctionné, parce que notamment, ils n'ont pas pu inclure suffisamment de patients, en fait. Et donc la clozapine, ça reste quelque chose un peu à creuser. En tout cas, dans certains profils de patients, évidemment. Pas de façon générale, mais chez certains patients. Et c'est une pratique que, personnellement, j'ai un petit peu, mais c'est très, très marginal. Hein, Alors, de mon côté, moi, j'ai 2 questions. D'abord, une question que je m'autorise à poser, puisque j'ai le micro. J'ai pu entendre, moi, dans mon parcours de rétablissement, l'inquiétude selon laquelle la consommation de méthylphénidate en LI sur des profils borderline qui pouvaient avoir une tendance addicto, ça pouvait engendrer un mésusage et qu'il y avait un risque addictogène d'une manière ou d'une autre sur la LI. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que la recherche dit? Est-ce qu'on a des données? Plus une inquiétude théorique ou a priori qu'une réelle un fait observé. Alors on sait déjà chez l'enfant, le fait d'avoir été exposé à du méthylphénidate pendant l'enfance, ça a plutôt tendance à diminuer le risque de troubles liés à l'usage de substances. Alors, ce n'est pas forcément directement lié au traitement, mais c'est lié à l'amélioration du fonctionnement en général. Mais donc là, il n'y a pas d'augmentation de risque, et c'est été montré de plein de façons différentes, avec des études de cohorte, des études observationnelles. Donc, il n'y a pas de raison de penser que... Mais autrement, on n'a pas vraiment de signal. On sait qu'il y a certains utilisateurs, mais c'est dans des contextes de consommation de produits multiples, avec déjà des comportements d'injection de sniff d'autres produits. Et là, parfois, il y a des grosses consommations, plutôt dans le sud-est de la France. En fait, il y a un peu des aspects culturels de l'utilisation de certains produits, ça on le sait aussi, hein, et notamment du méthylphénidate à très forte dose. Mais donc, c'est vraiment des très fortes doses achetées en dehors des prescriptions. Et voilà. Donc, en soi, non. J'aurais juste tendance à penser que la forme LI rend les choses... en fait, ça peut avoir il y a une forme d'instabilité des taux plasmatiques, donc on peut avoir peut-être des pics d'irritabilité, donc c'est peut-être un peu problématique, donc vraiment évaluer si ça génère de l'irritabilité au moment de la baisse du taux plasmatique, ça peut pousser à trouver des stratégies pas très efficaces forcément pour gérer la dysrégulation émotionnelle ou l'irritabilité à ce moment-là, donc préférer plutôt une libération plus stable. Ouais, psychostimulant, c'est un terme, une famille pharmacologique qui inclut méthylphénidate, lisdexamphétamine, ces produits-là, qui ont ce sont les traitements, la majorité des traitements du TDAH. C'est ça qu'on appelle psychostimulant. Oui, pour les gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit en termes de médicaments, vous parliez de stimulants dans votre question, là. D'accord. Parce que moi, ma question, c'était tout à l'heure, à la fin de votre étude, il y avait quand même une liste d'effets bénéfiques pour les gens borderline s'ils prenaient des stimulants qui étaient au départ adressés aux symptômes TDAH. Donc, est-ce que finalement, on ne pourrait pas systématiser quel est l'inconvénient? Parce qu'il n'y a pas eu une liste d'inconvénients. On a vu une liste d'avantages à donner à des gens qui étaient borderline des stimulants, mais on n'a pas vu de contre-indications ou d'effets négatifs. Il n'y a pas d'inconvénients. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que disait monsieur. Pourquoi
ne pas le systématiser quand chez les borderline, on décèle des tentations de suicide, de choses comme ça. Où est l'inconvénient, la contre-indication? Alors, première chose, c'est pas mon étude, hein. C'est l'étude de Lys Leto et je l'ai rapportée parce que, à mon avis, elle est très importante. Mais c'est pas mon étude d'abord. Je rends à César ce qui est à César. Deuxième question, est-ce qu'on peut prescrire quelque chose dont on ne voit pas d'effet secondaire? Alors ça, c'est une question un peu en médecine. D'abord, on primum non nocere, d'abord on ne nuit pas, donc on prescrit pas un truc dont on n'est pas sûr que ça marche. C'est un peu le principe. Hein, voilà, sinon on pourrait dire on sait pas, on pense pas que ça va aggraver, on donne ça. C'est pas vraiment comme ça qu'on réfléchit en médecine en général, parce que les effets négatifs, voilà, sont pas forcément aussi simples à observer. La liste des éléments que j'ai montrés, c'est peut-être les mécanismes d'action hypothétiques. Je dis pas que ça fonctionne, ça reste, peut-être que je suis allé un peu vite, ça reste des pistes pour comprendre pourquoi les traitements pourraient avoir un effet. Hein, je ne dis pas que ça fonctionne là-dessus. Et de façon très claire, hein, je ne voudrais pas faire passer un message qui n'est pas le message que je veux faire passer, qui est, on n'a pas de preuve aujourd'hui pour dire le traitement stimulant, ou le traitement par méthylphénidate, par l'isexamphétamine, améliore le trouble de la personnalité borderline. On n'a pas de preuve pour dire ça. On n'a pas de raison de penser que ça le détériore. On a des données qui suggèrent que les personnes qui le prennent sont, pendant qu'elles le prennent par rapport au moment où elles ne le prennent pas, plutôt avec une moindre sévérité. C'est la seule chose qu'on sait. Donc c'est un peu subtil comme distinction, mais c'est important dans la pratique clinique. Et on ne peut pas dire « allez-y, on prescrit ». Parce que ça s'est déjà fait, hein, pour d'autres médicaments, et ça peut parfois être des catastrophes, hein, parce qu'on ne se rend pas compte forcément des effets. Donc avant de généraliser quelque chose, je pense qu'il faut être bien au clair sur les effets, les bénéfices. Après, on a le droit de réfléchir, et dans des situations où on n'a pas tellement d'alternatives, où on a besoin d'améliorer certaines choses, on n'est pas des statisticiens en tant que médecin ou psychiatre ou prescripteur. On réfléchit à une situation particulière avec des outils qu'on a. Donc, ça peut se discuter au cas par cas, évidemment. S'il y a un TDAH diagnostiqué, on est dans les clous et on peut y aller, effectivement, et je pense qu'il faut être assez systématique dans ce contexte-là, s'il y a un TDAH. S'il n'y a pas de TDAH, je ne saurais pas trop quoi dire parce qu'on n'a pas de données. Hein, et je pense que c'est vraiment une réflexion au cas par cas. Mais de la même façon, on n'a pas de données pour dire on utilise tel traitement. Il y a 0 donnée en vrai qui serait très probante. Et donc, dans cette situation-là où on a besoin de faire quelque chose en ayant un outil pharmacologique, oui, on peut réfléchir à utiliser les stimulants. Mais voilà, j'utilise beaucoup de petites périphrases, mais qui changent quand même un peu le message. Et je ne voudrais pas faire un message trop simple, qui serait faux en fait, probablement. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Alors moi, j'aurais une petite question concernant l'observance thérapeutique pour les personnes qui ont un TDAH avec un trouble comorbide, donc borderline. On en avait parlé un petit peu à la pause. Moi, c'est mon compagnon qui est concerné. Et c'est la misère absolue. C'est d'un anarchique au possible. Et je ne sais pas du tout quelles ressources on peut disposer, comment faire pour que l'engagement puisse être maintenu, parce qu'entre les oublis de rendez-vous, les annulations de dernier moment, parce que de toute façon ça sert à rien et il y a rien qui marchera jamais ou ce genre de truc, comment on peut faire pour maintenir c'est pas la volonté, mais c'est cette envie de continuer, et comment faire pour après ne pas tomber dans l'excès inverse de ça va être magique. Est-ce qu'il y a des techniques, des choses qui sont faites pour ça? Oui, une question très importante. Je ne pourrais pas donner une réponse simple, hein, mais alors, d'une part, c'est vrai que les personnes qui ont une prescription de méthylphénidate sont souvent des personnes qui ont un TDAH, et donc avec une difficulté pour planifier et organiser, c'est un des symptômes, avec malheureusement aussi des complications pour avoir le traitement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une ordonnance sécurisée qui est valable pour 28 jours seulement, et si on dépasse, si on va à la pharmacie plus de 3 jours après la date de l'ordonnance, le pharmacien enlève des comprimés, on se retrouve, c'est une prise de tête incroyable, hein, et c'est d'ailleurs
même qu'il y a quelque chose un peu scandaleux là-dedans, mais bon, c'est comme si on demandait aux personnes qui étaient myopes d'avoir un test pour voir de loin avant de pouvoir avoir le traitement. Donc évidemment, c'est un problème. Mais après, la question de l'observance médicamenteuse est une question importante dans le trouble de la personnalité borderline de façon générale, parce qu'il y a des fluctuations émotionnelles, des fluctuations aussi interpersonnelles qui peuvent impacter la prise du traitement, des difficultés exécutives aussi. Donc, c'est ce que je disais un peu, c'est qu'on ne prescrit pas comme ça, sans intervention associée, en termes notamment psychoéducatives. Hein, et ça, c'est finalement la règle générale de la prescription dans ce contexte-là, de dire on prescrit, on se met d'accord sur ce qu'on commence, on essaie de savoir pourquoi on le fait, quels seront les attendus, à quoi on va s'attendre que ça ne change pas, pour combien de temps, et faire un travail motivationnel. En réalité, ça serait nécessaire dans tous les domaines de la médecine, mais c'est particulièrement vrai dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Je reviens sur le chat. Une question pour la professeure Weiner, qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'une personne borderline sous lithium est accessible émotionnellement pour faire une thérapie comportementale dialectique efficace? Je pense que professeur Weibel peut également répondre. J'aurais dit oui, mais... Bon, je pense que oui. Professeur Weibel peut répondre tout aussi bien que moi. Donc effectivement, oui, tout à fait. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont un trouble de personnalité borderline et qui ont un diagnostic de trouble bipolaire et qui sont traitées par lithium. Donc c'est pas du tout une contre-indication. De toute façon, donc tous les traitements qui aident les personnes à être assidues dans la thérapie, comme d'ailleurs les traitements pour les symptômes de TDAH, sont des traitements recommandés donc justement pour que la thérapie soit la plus efficace possible. Ok. D'autres questions? Lionel, on en est où? On va prendre une dernière question du chat. Pour le professeur Weibel, il semble parfois chez l'enfant, on a un effet paradoxal au niveau émotionnel avec la Ritaline, avec une forme de désensibilisation et risque de passage à l'acte auto-agressif. Est-ce qu'on peut imaginer que ce type d'événement et d'effet paradoxal puisse avoir lieu chez les patients borderline sans TDAH? Alors, l'effet émotionnel, je ne sais pas très bien ce qui est décrit. Alors, il y a quelques effets un peu particuliers avec les traitements stimulants, notamment le méthylphénidate, qui sont décrits de façon assez rare, mais c'est observé. Hein. C'est que ça peut déclencher des états dépressifs assez nets, qui sont, comme certains traitements, des symptômes dépressifs induits par des médicaments, assez rapidement déclenchés, comme ça vient, et les gens disent oh, c'est bizarre, je me sens pas bien tout d'un coup depuis que je prends le traitement, et on arrête, et en quelques jours, les gens vont mieux. Ça a été beaucoup décrit avec le traitement par isotrétinoïde là, pour l'acné, mais c'est parfois des choses un peu similaires observées chez les adultes, hein, c'est mon expérience, c'est relativement rare. Hein. Donc ça, c'est une chose. Chez les adolescents, ce qu'on peut observer, c'est que il y a des adolescents qui se trouvent très, très plats émotionnellement, comme moins fun. Alors, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que c'est des personnes qui ont eu le traitement quand ils étaient enfants. Et en fait, on se rend compte qu'à l'adolescence, probablement il y a des questions de maturation cérébrale, en fait, ils ont besoin de plus petites doses. Et par rapport à ce qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Parfois, on reste un peu fixé sur la dose liée au poids, et c'est une erreur, en fait. Il faut baisser les doses à l'adolescence, souvent. Et donc ça peut être un autre effet. Alors sur le passage à l'acte suicidaire, en fait, les données sont plutôt à l'inverse. Hein, ça diminue le risque de passage à l'acte suicidaire chez l'adolescent et chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est des événements trop rares pour être montrés, pour qu'il y ait un effet qui soit montré. Mais chez l'adolescent et l'adulte, ça diminue le risque suicidaire. Donc de façon individuelle, parfois il peut y avoir des choses. Et donc je ne sais pas quelle est l'expérience de la personne qui pose la question, mais globalement, ça a plutôt un effet bénéfique. Mais il faut être attentif à certains effets ressentis. C'est pour ça que quand on prescrit, on s'intéresse aux effets ressentis.